The classiest thing would be to downplay the effort that went into this role and how much this means to me, but the truth is I'm really in pursuit of greatness. And I don't want to be working in ballet or opera or, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership, but damn, I just took shots for no reason. Ah là là, Timothée Chalamet, l'un des rares acteurs de la nouvelle génération à pouvoir remplir les salles de cinéma grâce à son seul nom, la nouvelle icône qui s'inscrit dans un héritage culturel. Et si l'un des acteurs les plus appréciés d'Hollywood devenait discrètement l'un des plus critiqués. En 2025, Timothée Chalamet a connu une année faste, film à succès, nominations prestigieuses et une reconnaissance internationale. Mais presque au même moment, quelques mois plus tard, une vague de critiques a déferlé. Il était pourtant devenu l'icône d'une génération, le chouchou des artistes qui a préféré les réalisateurs comme Luca Guadagnino à Marvel, jusqu'à ce qu'un discours prononcé lors d'une remise de prix révèle quelque chose qu'Internet n'a pas pu pardonner. Avant la polémique et les analyses, Timothée Chalamet était exactement le genre d'acteur que l'industrie aimait célébrer. Lors de la sortie de Call Me By Your Name en 2017, il est rapidement devenu l'incarnation d'une certaine image du jeune acteur sérieux. À 21 ans, il semblait représenter l'antithèse de la culture des franchises, quelqu'un qui parlait de livres, faisait des références à Puce dans les interviews et était attiré par les réalisateurs comme Luca Guadagnino. Les rôles de portrait qu'il incarnait ont largement contribué à renforcer cette image. On le décrivait souvent comme l'alternative artistique et réfléchie à la trajectoire habituelle des blockbusters. L'acteur qui se souciait davantage du cinéma européen que des grosses franchises des studios. Mais l'histoire qu'on avait construite autour de lui n'était pas si simple. Alors, qu'est-ce qui a changé et pourquoi ce revirement soudain? Voici l'histoire de la transformation de Timothée Chalamet, de chouchou du cinéma indépendant à figure la plus controversée d'Hollywood et comment chacun de ces mots depuis n'a fait qu'empirer les choses. Dans cette vidéo, on va plonger en profondeur dans toute cette polémique entourant son succès et la vague de critiques actuelle à laquelle il fait face. Ça fait des semaines maintenant que Timothée Chalamet est dans la sauce. Et comme vous savez que ce qui se passe à Hollywood ne passe jamais inaperçu, je n'ai pas cessé en fait de recevoir énormément de notifications sur le sujet, peu importe le réseau sur lequel je me trouvais. TikTok, Instagram, YouTube. Et j'avoue que j'ai été un petit peu bluffée d'apprendre tout ce qui se tramait vraiment autour de ce bad buzz et je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler. Et oui, c'est vous qui allez en payer les frais. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne savez peut-être pas ce qui se passe et j'espère même que vous ne savez pas ce qui se passe. Comme ça, ma vidéo sera d'autant plus légitime pour vous expliquer grosso modo la situation. Alors, installez-vous bien, prenez un rafraîchissement, boisson chaude, boisson froide, selon vos préférences. Et n'oubliez pas de checker si vous êtes abonné ou pas à la chaîne, c'est important. Abonnez-vous, c'est important. Vous êtes nombreux à regarder, mais peu à vous abonner. Dans tous les cas, maintenant que c'est fait, commençons. S'il fallait donner vraiment une date au début de la descente aux enfers médiatiques, en tout cas de Timothée Chalamet, eh bien je la situerais aux alentours de février 2025. En février 2025, Timothée Chalamet est monté sur la scène des SAG Awards et a déclaré qu'il voulait faire partie des grands, faire partie de l'excellence. I know the classiest thing would be to downplay the effort that went into this role and how much this means to me, but the truth is I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm inspired by the greats here tonight. I'm as inspired by Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, and Viola Davis as I am by Michael Jordan and Michael Phelps, and I want to be up there. So I'm deeply grateful to that. This doesn't signify that, but it's a little more fuel, it's a little more ammo to keep going. Thank you so much. À l'époque, ce discours a divisé les gens. Certains pensaient que c'était arrogant et vide et que ça marquait probablement le début d'une transformation qu'allait subir l'acteur, autrefois distingué et discret. D'autres se sont identifiés à ce qu'il disait et ont trouvé cela incroyablement rafraîchissant dans un univers où on ne dit jamais ce qu'on pense tout haut. Quoi qu'il en soit, le discours semblait sincère, surtout pour Hollywood, une industrie qui prétend souvent que l'ambition n'existe pas. Mais récemment, un autre clip de Chalamet est devenu absolument viral. And I don't want to be working in ballet or opera or, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. Comme vous pouvez l'imaginer, ce commentaire a déplu à beaucoup de monde et ce sentiment d'animosité s'est encore plus renforcé avec la remise des Oscars qui s'est tenue il y a quelques semaines maintenant, cérémonie à laquelle Timothée a été nominé mais n'a pas remporté l'Oscar dans sa catégorie. D'ailleurs, c'est Michael B. Jordan qui l'a eu si je ne me trompe pas. Bref, la toile s'est enflammée et beaucoup ont affirmé que c'était la punition en fait pour avoir tenu de tels propos et pour avoir changé sa ligne éditoriale. Parce que oui, vous connaissez certainement le Chalamet de Call Me By Your Name
Name, de Dune, de Wonka ou encore plus loin de Lady Bird. Son premier rôle notable sous la direction de Greta Gerwig. Mais est-ce que vous connaissez le nouveau Chalamet de Marty Suprême? Oui, je vous l'accorde, c'est le jour et la nuit. Cela a suscité énormément de débats. Les détracteurs de longue date ont sauté sur l'occasion pour dire à quel point il est dénué de talent, tandis que ses fans à lui se remémoraient en fait le vieux Timmy de ses anciennes premières productions, l'acteur mystérieux et introspectif qui semblait être le futur du cinéma sérieux, celui qui, soi-disant, ne dirait jamais une chose pareille. Cela m'a amené à me demander comment Timothée Chalamet est devenu en fait le symbole du sérieux artistique et de l'intellectualisme au départ. Qu'est-ce qui a changé? Que peut nous apprendre sa carrière sur la façon dont le prestige artistique se transforme en capital culturel et comment l'industrie du divertissement cherche inéluctablement à monétiser cette dernière. Alors, Timothée Chalamet n'est pas tombé d'un cocotier. Né à New York, il a fréquenté la célèbre LaGuardia High School. Il est un petit peu, à mon avis, ce qu'on appelle un nepo baby. Sa sœur aînée, Pauline Chalamet, est également actrice, notamment connue pour la série HBO The Sex Lives of College Girls. Leur mère, Nicole Flander, et leur grand-mère maternelle sont toutes deux danseuses à Broadway, tandis que leur oncle, Rodman Flander, est réalisateur. Indépendamment de l'étiquette, il est clair que Chalamet a eu un parcours comparativement facile dès le début. C'est important de le préciser car nous ne voyons que la minuscule fraction en fait de performance que l'industrie nous permet de voir. Nous confondons souvent visibilité et talent. Le fait est que des milliers d'acteurs talentueux n'obtiennent jamais les auditions, les agents ou la visibilité nécessaire en fait pour faire leurs preuves. Pour en revenir donc à Chalamet, sa véritable percée a eu lieu en 2017 avec Call Me By Your Name, réalisé par Luca Guadagnino, un film qui dépeint une romance douce et onirique. Sur le papier, cela ne ressemble pas au genre de projet qui lance des stars internationales, n'est-ce pas? Sauf que le film a rapporté environ 40 millions de dollars dans le monde, ce qui est plutôt modeste pour Hollywood, je peux vous l'accorder. Et pourtant, l'interprétation par Chalamet a captivé le public, principalement féminin, du monde entier. Bon, à l'exception de moi, hein, on va pas se mentir. Sa performance lui a même valu une nomination aux Oscars du meilleur acteur, faisant de ce jeune homme de 22 ans le plus jeune nominé dans cette catégorie depuis Mike Rooney en 1940. Rien que ça. Après donc ce succès significatif, au lieu de se précipiter vers des blockbusters, il a soigneusement orienté sa carrière avec des projets comme Lady Bird et Les Filles du Docteur March. On pourrait croire à tort que ces choix étaient des signaux de prestige stratégique, mais ce n'était pas vraiment le cas et pour cela, il faut regarder quelques années après quand il revient sur ce succès. Parce que oui, des années plus tard, lors de la promotion d'un autre film, Chalamet a évoqué un point qui a complexifié la tournure de sa carrière qui s'était imposée en ligne. En fait, il faut savoir qu'on lui répétait constamment « Tu n'as pas le physique qu'il faut ». Un jour, un agent l'a appelé et lui a dit « Tu sais quoi, j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes retours. On va tout simplement arrêter de te proposer pour ces gros projets parce que tu ne prends pas de poids. » Et ce n'était pas qu'il ne voulait pas, c'était qu'il ne pouvait pas à cause de son métabolisme. Il disait donc qu'il frappait à une porte qui restait fermée. Alors il s'est tourné vers ce qu'il pensait être une porte plus modeste, mais qui s'est avérée être une révélation. Cet aveu a mis en lumière une réalité dérangeante. Il n'avait pas choisi le cinéma indépendant par simple préférence artistique. Il avait été refusé par Divergente et de Maze Runner parce que les directeurs de casting hollywoodiens estimaient que son physique ne convenait pas aux films de franchise. Ça aurait pu lancer un débat sur les critères physiques d'Hollywood et le profil type des acteurs choisis pour les blockbusters. Au lieu de cela, cela a surtout amené les gens à remettre en question l'image qu'ils avaient d'eux. Cependant, note quand même que c'est ce manque qu'il avait qui l'a fait briller dans tous ses autres premiers projets, plus délicats, plus sensibles, plus vivants. On doit en parler. Non. Je t'aime depuis dit. le jour où je t'ai rencontré, Joe. C'est plus fort que moi. Et j'ai tenté de te le montrer, tu m'en as empêché très bien. Non. Mais il faut que tu l'entendes maintenant, que tu répondes à la question. Parce que j'arriverai pas à continuer Teddy, comme je ça. t'en prie, je t'en J'ai prie, arrêté ne- le billard. J'ai arrêté tout ce qui te déplaisait. Et je m'en réjouis. C'est bien. Et j'ai patienté sans jamais me plaindre. Parce que je me disais que tu m'aimerais, Joe. Je me rends compte que je suis pas du tout digne de toi, que je suis pas un grand homme brillant et... Si, tu l'es. Le début donc de carrière de Chalamet a été une leçon magistrale dans l'accumulation de ce capital, le positionnant comme l'idole intellectuelle de la génération Z. Cela correspondait à un changement dans le modèle masculin, ou du moins de masculinité à l'écran. L'ascension du premier rôle dans la catégorie soft boy, en gros des performances où il faut être émotionnellement vulnérable et délicat. Chalamet a magistralement adopté cette identité avec une mode brouillant les genres. Peu à peu, il s'est
s'est imposée comme l'idole des jeunes d'Hollywood, une star intellectuelle et un peu excentrique en quelque sorte. Il est important de noter qu'à l'époque, cette image s'inscrivait parfaitement dans un mouvement culturel plus large concernant une nouvelle façon de représenter la masculinité. Eh bien, qu'est-ce qu'on y peut? Ce sont les choix d'Hollywood. Pour résumer donc, si l'histoire de ces choix artistiques n'était pas toute la vérité, alors il est tout à fait possible que ce qu'on avait vendu d'autres sur son personnage était faux. Et pourquoi? Parce qu'au début des années 2020, la transition de Timothée Chalamet d'une esthétique soft boy vers une identité visuelle plus structurée et mature et masculine, on va dire, s'est enclenchée et opérée de manière graduelle entre 2021 et 2024. En effet, sa carrière a pivoté vers les blockbusters comme Dune et Wonka et plus récemment Marty Supreme qui ont marqué une transition nette vers le cinéma à grand spectacle pour Timmy. Il faut dire que ce genre de transition est extrêmement courant dans l'industrie cinématographique. La vraie question n'est donc pas de savoir si les acteurs doivent passer du cinéma indépendant au blockbuster. Non, presque tous le font. La vraie question est de savoir comment cette transition est perçue dans le cas de Chalamet. Quoi qu'on en dise, cette image de soft boy romantique s'est avérée remarquablement tenace pour Timmy. Et pour être honnête, je fais partie de ceux et celles qui ont vraiment du mal à le voir dans des rôles très masculins, comme celui de Dune par exemple. C'est que mon avis. Et donc, ce qui m'a intéressé davantage, c'est le changement visible dans la façon dont il positionne sa masculinité pour échapper aux problèmes du public majoritairement féminin. Historiquement, les acteurs masculins se sont souvent sentis mal à l'aise d'être perçus principalement comme des objets du désir féminin car le fanatisme féminin mène souvent à une banalisation de l'œuvre. Des hommes comme Robert Pattinson et Leonardo DiCaprio ont dû reconstruire leur réputation pour être pris au sérieux après leurs œuvres à succès telles que Twilight et Titanic. La rhétorique donc de Chalamet s'est déplacée vers l'ambition, la compétitivité et l'héritage. Son temps récent ressemble moins au soft boy et plus au vocabulaire de l'ambition masculine traditionnelle. C'est précisément pourquoi les gens ont réagi si fortement à ses commentaires ambitieux lors des SAG Awards 2025 et récemment à ses propos méprisants à propos d'opéra et de ballet. Il faudrait donc qu'on revienne sur ces propos qui sont vraiment l'objet de cette polémique. Sur la scène des Screen Actors Guild Awards, devant toute l'industrie du divertissement, après avoir remporté le prix pour son interprétation de Bob Dylan dans un film totalement inconnu, Chalamet a prononcé un discours qui a brisé les règles tacites de l'humilité lors des remises de prix. I know the classiest thing would be to downplay the effort that went into this role and how much this means to me, but the truth is I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm inspired by the greats here tonight. I'm as inspired by Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, and Viola Davis as I am by Michael Jordan and Michael Phelps, and I want to be up there. So I'm deeply grateful to that. This doesn't signify that, but it's a little more fuel, it's a little more ammo to keep going. Thank you so much. Lors des remises de prix, il existe généralement une formule tacite. Les vainqueurs remercient les votants, font l'éloge de leurs collaborateurs et minimisent leurs propres ambitions. Chalamet n'a pas adopté cette approche. Il a même fait remarquer que les gens évitent généralement de parler aussi directement avant d'ajouter I know people don't usually talk like that. Sa comparaison avec des athlètes a suscité encore plus d'attention parce que mentionner Michael Jordan et Michael Phelps aux côtés de Daniel Day-Lewis et Viola Davis donnait l'impression en fait qu'il considérait le métier d'acteur comme une compétition plutôt que comme une collaboration. Va falloir noter ça. Dans un secteur qui met publiquement l'accent sur le travail d'équipe, mais qui ironiquement décerne tout de même des trophées individuels, entendre cette idée exprimée à voix haute a mis certaines personnes mal à l'aise. Ce qui aurait normalement pu être oublié après quelques siècles d'actualité a fini par persister, influençant la façon dont les gens percevaient tout de suite ce qu'il a fait par la suite. When people get mad, it'll be a lot more than 14 cents. That's right. So be careful. I'm just saying, be careful, boy. Sur Internet, l'extrait a donc commencé à circuler comme un nouvel exemple d'une célébrité avec un ego démesuré, plutôt que comme un speech vrai et inspirant. Surtout quand on associe encore sa rapide ascension dans l'industrie avec une forte potentialité qu'elle était boostée par le fait qu'il soit un nepo baby. Puis est arrivé Marty Supreme et avec lui une stratégie promotionnelle qui donnait l'impression d'assister à une crise identitaire publique en direct. Lors des interviews, il s'est mis à rapper devant la caméra, ses choix vestimentaires sont également devenus beaucoup plus expérimentaux. Toute la campagne dégageait une énergie plus décontractée et chaotique comparée à l'image plus calme et studieuse que l'on lui associait à l'époque de Call Me By Your Name.
Le changement a été si brutal que certains soutiennent que son jeu dans Marty Suprême n'est qu'une extension de lui-même, affichant son véritable niveau d'arrogance. Entre autres, grimper sur les autres, exiger de la reconnaissance et mépriser les passions artistiques des autres, entre autres sa récente polémique au sujet de ses propos sur le ballet et l'opéra. Tout cela donc pour donner de fortes ondes à Marty Suprême. Mais le moment qui a transformé le scepticisme en une véritable réaction négative est survenu lors d'une conversation avec Marty McConaughey sur les arts du spectacle. I'm really right in the middle, Matthew, because I admire people, and I've done it myself, to go on a talk show and go, hey, we got to keep movie theaters alive. You know, we got to keep this genre alive. And another part of me feels like if people want to see it, like Barbie, like Oppenheimer, they're going to go see it and go out of their way to be loud and proud about it. And I don't want to be working in ballet or opera or, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership. But, damn, I just took shots for no reason. That's not a shot. I hear what you're saying. Yeah. Alors, avant d'émettre ma critique, j'aimerais souligner que dans cette polémique, beaucoup se sont contentés d'écouter l'extrait de 30 secondes à 1 minute concernant ses propos sur la thématique. Mais il faut vraiment regarder le segment en entier à partir de la question que lui pose l'intervieweur pour vraiment saisir toute l'étendue de son argumentation. D'ailleurs, c'est après avoir écouté en entier cet extrait que j'estime que Chalamet n'a pas tort mathématiquement. La fréquentation et la consommation de ce style artistique a baissé. Mais tout ce qui compte dans l'art ne peut pas être mesuré par des chiffres. Historiquement, les formes d'art ont survécu parce que les artistes les ont protégées, même lorsqu'elles n'étaient pas rentables. Le problème résidait à mon avis dans le ton et la désinvolture générale lorsqu'il s'est prononcé sur la question. Il a été, on ne va pas se mentir, dédaigneux et sa blague sur la perte de 14 centimes d'audience n'a fait qu'empirer les choses. La controverse ici ne portait donc pas sur la question de savoir si l'opéra et le ballet rencontrent des difficultés d'accès au public, surtout dans la culture contemporaine, c'est le cas. Le problème résidait dans le fait qu'un acteur de cinéma à succès, bénéficiant du soutien de l'industrie et d'un prestige culturel, semblait désormais dédaigner ces formes d'art simplement parce qu'elles ne sont pas dominantes commercialement. Cela paraissait d'autant plus frappant que Chalamet a bâti sa carrière sur des films comme Call Me By Your Name, des productions plus émotionnelles qui atteignent rarement les audiences des blockbusters. Sans oublier aussi que des membres de sa famille, comme on l'a mentionné précédemment, font partie de cette industrie, ou du moins en fait partie de cette industrie. So now apparently I'm the villain who hates ballet and opera. Yeah, that clip. And I don't want to be working in ballet or opera. Or, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. And honestly, that's exactly why I stayed quiet, because what people were sharing wasn't the whole conversation. It was a cut. That interview was about movies, about how to keep people showing up to theaters. And what I said was this: I don't want cinema to become the kind of art everyone says they respect, but fewer and fewer people actually show up for. Then suddenly the whole internet became a lifelong defender of classical art. Like nobody notices some of those institutions survive on subsidies. Now, because the audience shrank, that's not disrespect. That's reality. And the funny thing is, I grew up around that world. My mom danced with the New York City Ballet. Some of my childhood memories are backstage. Warm stage lights, dust in the air, silver glitter falling off tutus. Il s'était positionné comme un homme qui privilégiait le mérite artistique au succès commercial. Et voilà tout d'un coup qu'il prétendait que la pertinence culturelle devrait se mesurer à la popularité. Bizarre. Pendant ce temps, sa vie privée médiatique devenait un autre front médiatique. Lorsque sa relation avec Kylie Jenner a été rendue publique, les réactions ont été immédiates et intenses, et je dois vous avouer que je faisais partie aussi des gens choqués et quelque peu décontenancé. Chalamet était depuis longtemps perçu comme l'anti-célébrité des célébrités, quelqu'un dont les choix le distinguaient de la célébrité traditionnelle, et Kylie Jenner représente l'exact opposé. Elle représente la culture des influenceurs de la télé-réalité, l'empire médiatique Kardashian bâti par Kris Jenner. Au début, on a supposé que la relation était un coup de pub, mais quand c'est devenu évident qu'elle était réelle et sérieuse, le narratif a totalement changé. Ce n'était donc plus un coup de pub pour ses fans, c'était probablement avec elle qu'il voulait donc vraiment être. Et cette prise de conscience a forcé les gens à se poser une question gênante. Est-ce que l'image intellectuelle et sophistiquée de Chalamet avait-elle jamais été authentique ou n'avait-elle toujours été qu'une stratégie marketing calculée? En fin de compte, Chalamet pourrait être coincé entre l'acteur en quête d'excellence et la célébrité en quête de domination culturelle. Jouer la comédie exige un certain abandon de l'ego, ou du moins une certaine soumission. Chaque performance est intrinsèquement vulnérable. Le virage donc de Chalamet vers une masculinité stratégique et un langage de domination a, ma foi, contredit l'image du grand artiste. La grandeur dans l'art exige souvent de l'humilité face au métier et du respect pour les traditions.
Seul le temps nous dira si Timothée Chalamet deviendra l'un des grands acteurs de sa génération ou simplement l'une de ses célébrités les plus prospères. Dans tous les cas, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.